vous ne connaissez pas non plus, donc faire un petit tour d'horizon là-dessus. J'ai pu voir au fur et à mesure des projets quand j'ai creusé. Donc ça, c'est moi. Donc vous pouvez voir tout ça là-dessus. Ouais, donc quand on parle d'NPM, il y a énormément de mots-clés qui passent. Donc on va parler de package, de version, il y a des histoires je vois du lock, il y a du yarn, tout ce qui est commande, on va parler de sécurité aussi, un peu les dépendances. D'ailleurs, j'ai pas demandé qui fait du Node dans la salle. Je pense que tout le monde fait du quasiment full stack, tout le monde fait NPM Node. Très bien. Angular, de toute façon, forcément. Bien. Alors, NPM. Qu'est-ce que ça veut dire NPM déjà, vous savez ou pas? Eh ben non. Eh ben non, pas du tout. En fait, NPM, à la base, c'est basé sur un truc qui s'appelle PM. Et c'était pour faire la gestion de package d'installation. Et le mec, il a créé ça, il a dit, bah, je vais mettre N pour Node devant. Mais en fait, ça veut rien dire, c'est juste qu'on a mis c'est une rétro, c'est un petit moment culture, une rétro-acronymie. Voilà, on s'est juste dit, ça ferait bien si on dit que c'est Node Package Manager, mais en fait, à la base, on s'en fout. Bref, petite minute. On ne sait rien, on ne sait rien. C'est pas du tout ça. NPM.js, donc NPM, ça vient de donc, cette boîte qui fait pas juste le NPM derrière, ils vont faire Node, ils vont faire le registry, ils vont faire en ligne de commande. Donc il y a beaucoup d'autres projets que juste la petite commande que nous on tape. C'est pour ça qu'en fait un NPM install, par exemple, il y a tous les librairies qui sont disponibles en ligne open source. C'est eux qui référencent tout ça en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a tous fait un NPM install sur son poste, on a tous eu plein de merde qui s'affiche. On comprend pas, mais apparemment ça s'est bien passé, il n'y a pas trop de trucs rouges. Voilà, ça c'est moi. En gros, il y a marqué là, on voit un truc, il y a marqué peer dependency, require de peer en première ligne, on se dit, moi je vois warning, c'est pas bien grave, on va laisser comme ça. Deuxième étape, il y a les vulnérabilités, on voit en bas. Alors, je sais pas si on voit le curseur comme ça là. Ouais. Vulnérabilité, c'est ici, il y en a 63. Bon, de toute façon, le projet il marche, donc au pire, on va rien dire. Il y a un autre module qui est apparu. Bon, si c'est un dossier, il est assez gros, il y a plein de trucs. Moi, on va le commiter parce que bon, ça a l'air d'être important. Il fait 300 mégas, vaut mieux l'envoyer. Il y a un package log JSON aussi qui apparaît. Donc il y a deux choix, soit c'est nouveau, je me dis bon, un fichier tout nouveau, si je le mets pas, ça marche quand même, donc je vais pas le mettre. Et un truc, si on y a touché, bah moi j'y ai pas touché. Donc on va annuler et puis comme ça, je vais pas me faire engueuler par mes collègues, on sait jamais. Et donc tout va bien. Alors, bon, forcément, il y a des explications derrière tout ça, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. On va faire un petit tour et voir un peu tout ça, ce que ça veut dire. Rapidement, une frise sur NPM, il y a eu beaucoup de changements dernièrement, une nouvelle version en octobre dernier. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu la presse, c'est la nouveauté de cette année. Voilà, typiquement NPM 5, il y a eu pas mal de choses sur le lock avec le save par défaut, et NPM-CI, NPX. Je ne sais pas si vous connaissez ces commandes, NPM-CI, dans la salle peut-être. NPX, NPM Audit, on va en parler après. Plein de petits trucs cool à voir. NPM 9 qui arrive, donc ce qui est à noter, bon, ils ont fait un clean-up et maintenant il faut avoir Node 14 minimum. Donc ça avance pas mal. Question notée, c'est à peu près tout, voilà. Alors, NPM, à quoi ça sert? Le but, c'est qu'on puisse décrire un peu sur notre projet les dépendances, à quoi sert le projet, qu'est-ce qu'il fait. Donc vous avez tous vu, il y a un package JSON à la racine. Voilà, package JSON, je suis bon. Dedans, on va voir la structure. Donc en général, on va voir le nom, la version, la description. Potentiellement plein d'autres champs qui peuvent servir quand vous faites des librairies open source pour partager à l'extérieur. On va avoir un bloc avec tous les scripts. Attends, je vais mettre comme ça. Hop, tous les scripts ici qu'on peut lancer. Donc ça, c'est quand vous faites en ligne de commande. Souvent, je pense qu'Angular, dès que vous démarrez un projet, il y a toujours plein de commandes par défaut pour faire un build, run, start, package dans tous les sens. Pour React aussi, quand vous faites avec les CLI pour initialiser. On va voir le bloc dépendance. Donc typiquement, les dépendances, quand vous faites un npm install, ça va les foutre dedans. Donc là, j'ai Axios ou Vue. Axios pour faire des appels HTTP, pour ceux qui ne connaissent pas. On va voir les dev dépendances. Donc là, ça va être tout ce qui est utilitaire pour développer. Donc on a Jest pour les tests. Le Vue CLI, ça va être que en local pour travailler. On met un tiret grand D pour le mettre dedans quand on l'installe automatiquement. C'est plus sympa. Donc à quoi ça sert toutes ces dépendances? On va avoir déjà les dépendances, on l'a dit, tout ce que votre projet a besoin pour tourner. Dev dependency, c'est tout ce qui est utilisé pour développer. Souvent, il y avait plein d'exemples où ils ne vont pas forcément faire la distinction entre dépendance et dev dependencies. Ce qui est important de noter, c'est que les dev dependencies, quand vous faites une librairie open source qui est utilisée par d'autres projets, elles ne vont pas être embarquées à l'install. Donc typiquement, quand on va prendre, je prenais l'exemple de Axios tout à l'heure, quand je vais l'installer, Axios, pour développer Axios, ils ont utilisé plein de librairies. Ils ont fait du Webpack, du Jest pour faire des tests, etc.
Moi, quand j'installe Axio, j'ai pas envie de récupérer toute la grappe. Donc ça, c'est dans Dev Dependency, c'est pas embarqué. Nous, souvent, on le voit pas trop parce qu'on a tendance à faire des applis web. Et donc, l'appli web, elle est pas trop en dépendance d'un autre projet, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc sachez que c'est une bonne pratique de séparer les deux, ça allège le poids pour les autres projets. Vous m'interrompez si vous avez des questions, en fait, aussi, tant qu'on y est. Et tu me diras le temps que j'ai. Parce que je crois que j'ai 3/4 d'heure, mais d'habitude, je fais 1 heure là-dessus. Donc, on va speed un peu. Les autres dépendances, on en a plein, on va aller un peu vite. C'est peer, les bundles et optional. Peer dependencies, typiquement, ça arrive souvent quand vous utilisez une librairie et qu'implicitement, on a besoin d'une autre pour fonctionner. Donc là, sur Webpack, peut-être vous connaissez tous Webpack, sauf s'il y en a qui ne connaissent pas. Il y a des plugins qu'on peut installer, mais en fait, ils ont besoin que Webpack soit présent. Donc, c'est un peu une dépendance un peu inversée, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les bundles, je vais passer, c'est pas très intéressant. Le dernier point sur le package design, c'est que c'est un peu enfin, des fois, on voit plein de choses de conf dans tous les sens. Donc là, j'ai mis Prettier, du Jest, du browser, enfin, il y a énormément de choses. Typiquement, ça, c'est pour éviter d'avoir plein de fichiers à la racine. Souvent, quand vous avez ESLint ou Jest, enfin, ils expliquent à l'install, on peut avoir soit un config.js, on peut avoir un .json, on peut avoir des points .rc dans tous les sens, ou le mettre dans le package. Donc, il y a un peu 6 moyens de configurer ces librairies-là. Ouais, donc soit il y a différentes écoles, soit c'est dans le package, soit c'est dans le fichier de config à côté. C'est à vous de voir en soi, mais je trouve qu'à la fin, ça fait un peu fouillis, on ne comprend plus bien. Voilà, est-ce que ça va là-dessus sur la structure? Je pense que vous avez déjà tous vu le package JSON de toute façon quand vous avez pris un projet. Peut-être vous avez vu rapidement, je vais remonter là sur les librairies. Je vais parler de versionning parce qu'ici on voit qu'il y a des chapeaux, il y a des. Là j'ai que des chapeaux d'ailleurs. Ouais. Il n'y a que des chapeaux, des chiffres séparés par des points. Alors, comment ça s'appelle? Ça, c'est du semver. Donc semver, vous avez peut-être déjà vu, c'est la notion de versionning avec 3 chiffres. Le premier, les versions majeures, les mineurs, les patchs. En général, ce qui va se passer, c'est qu'une version majeure, ça va être pour tout ce qui est changement très structurant. C'est-à-dire que quand vous passez une version majeure suivante, il y a des fonctionnalités qui ont été changées, qui cassent, des fonctions qui vont changer de signature. Et quand vous faites ça dans votre programme, souvent, vous allez devoir refactorer et recorriger partout pour que ça fonctionne bien. Minor, c'est tout ce qui est nouvelle feature rétrocompatible. Donc ça, on peut normalement, parce que dans le monde parfait du semver, on peut faire ça. On monte de version sans trop de problème. La nouvelle fonctionnalité, mais tout ce qu'on a avant fonctionne correctement. Donc pas de problème là-dessus. Et les patchs, c'est qu'on a des bugs. Donc ça, c'est pareil, ça corrige juste un bug. Normalement, c'est rétrocompatible. Ce fait qu'en général, on va pouvoir mettre à jour ces librairies en incrémentant les 2 derniers, Y et Z. On va éviter de toucher au X, sauf si on a vraiment envie de le faire, et ça veut dire qu'il y a plus d'impact. Dans le package JSON, du coup, vous avez système de version, donc je l'ai montré. Donc vous pouvez avoir soit des versions figées, soit avec des chapeaux, des tildes supérieurs. Donc il y a plein de manières d'écrire. On peut aussi mettre des ranges, du point X pour dire qu'on s'en fiche. On peut mettre du latest pour avoir la toute dernière. À voir ce qui vous intéresse. Il y a des formats un peu custom aussi que j'ai repéré des fois, du Git, du HTTP, du GitHub. Il y a aussi des chemins locaux quand vous faites peut-être, si vous avez fait des NPM Link, voilà, des micro-fontaines, c'est ça? Non, c'est des NPM Link, voilà. Enfin, quand vous avez plusieurs projets en local et que votre projet dépend d'un autre, vous pouvez directement le lier à ce projet-là, ça arrive. Bah, NPM Link, j'en parle pas, mais on pourra à l'occasion avec François qui maîtrise celui-là. Je vous ai mis un petit site, pardon, ouais. Oui, je vais en parler après, ouais. Petit site, je ne sais pas si je clique si ça marche. Hein. Non, ça ne marche pas du tout. Eh ben, tant pis, vous pourrez y aller. semver.npmjs.com, c'est un petit site où on peut tester, en fait, si je vais quand même essayer de vous le partager parce qu'il est assez cool. Semver Calculator, voilà, c'est un petit site pour en fait tester un peu votre notation de Semver, notamment, comme tu me disais, Anthony, quand on se foire dans le paquet pour sélectionner les versions. On peut sélectionner ici une range, donc si on veut installer, là, j'ai Lodash, on veut la version 4.10 par exemple, il va nous montrer toutes les versions qui sont éligibles. Alors 4.10 forcément. On va avoir toutes les versions qui sont éligibles à notation. 4.10 n'existe pas, donc j'ai un très bon exemple. Voilà, 4.11 on est sur une version figée, il n'y en a qu'une, et après on peut effectivement s'amuser à mettre des chapeaux pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe derrière pour voir qu'est-ce qu'il est capable de sélectionner. Donc pour voir tout ce qui match avec la range. Donc ça peut être pratique pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais, donc tous les chapeaux Lethil, on va en reparler, mais grosso modo, ouais, les chapeaux, ça va influencer. Pour dire le chapeau 1.2.3, ça veut dire qu'on veut toutes les versions à partir de la 1.2.3. Donc c'est-à-dire que la 1.2.4 match, la 1.2.5, la 1.3, mais juste le 1 ne va pas changer. En fait.
Le tilde, ça va bouger que les patchs, par exemple aussi. Mais c'est un peu la même notation que le 1.2x où il n'y a que le patch qui va pouvoir changer et le reste, on s'en fiche en fait. Ça reste fiche. Node modules, vous avez dit quand on fait un npm install, on a le gros dossier qui apparaît. Qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là? C'est la racine du projet. En gros, ce qui va se passer, c'est que npm il va balancer dedans toutes les librairies qu'il va installer. Mais genre toutes les dépendances, et pas juste les librairies que vous installez, c'est toutes les librairies que votre dépendance utilise. Donc en fait, on va avoir un arbre un peu de l'enfer. Il va retirer la grappe, il va installer Axios, par exemple. Axios a besoin de 3 libs, il va installer 3 libs. Chaque lib a besoin de 3 autres libs, donc il va les installer aussi. Donc ça devient un gros bousin au bout d'un moment. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il balance tout à la racine. Donc on va avoir un dossier par librairie. Donc là, si j'ai un projet avec les librairies ABC, il va toutes les foutre à la racine. Et ouais, le petit cas, vous avez peut-être vu ça, il y a un dossier .bins avec les exécutables. Ce qui fait qu'après, dans vos scripts, vous pouvez directement utiliser la librairie A en ligne de commande. Il va tout de suite la retrouver qu'à l'intérieur, en fait. Donc ça peut être pratique, notamment quand on installe des outils. Enfin, avec Webpack, par exemple, quand vous installez Webpack sur votre projet, vous pouvez directement taper dans le terminal Webpack, il va le trouver là-dedans, en fait. Donc ça, c'est pour démystifier le Node Modules. Le cas exemple, du coup, je vous mettais, c'est sur un package JSON qui est ici. Quand on a les librairies A et B qui sont installées, si A, par exemple, a une dépendance sur C en interne, voilà, du coup, il va installer C quand même dans le Node Modules à la racine. Donc là, c'est le cas simple, mais il faut vous imaginer bien qu'à un moment, l'arbre, il doit avoir 10 000 librairies. Et c'est pour ça que c'est aussi lourd. Cas un peu plus bizarre, c'est quand vous avez deux librairies qui dépendent de la même. Donc si on a A et B, ils dépendent de la librairie D, mais le A, il a besoin de la librairie D en version 1 et la B en version 2. Du coup, il va pas pouvoir tout mettre à la racine, ça va être un peu le bazar. Et donc quand il a des conflits, en fait, il va recréer des sous-dossiers de Node Modules. Donc là, par exemple, npm, quand il installe, il a choisi de mettre le D en version 1 à la racine. Et la version 2, il a mis en sous-paquet de B. Donc là, on recommence à avoir un arbre, même dans nos modules qui s'installe. Et donc ça prend plus de poids parce que du coup, on a une librairie qui est entre guillemets présente deux fois. Donc ça pose un peu les problèmes. Tout. Et alors, pourquoi je mets ça un résultat non pur? Ouais, donc ça va pour introduire la suite. Le problème qu'on a, c'est que si on a X et Y qui ont rôle cas d'avant les librairies en version 1 et 2, en fait, on va pouvoir avoir deux résultats dans notre Node Modules, soit avec Z à la racine, soit avec en V1 à la racine, soit en V2 à la racine. Donc ça peut impacter votre développement parce que potentiellement, si vous utilisez Z, on va avoir des comportements un peu différents parce qu'il va avoir tendance à privilégier une version ou l'autre. On ne sait pas trop comment il va résoudre ça après. Et donc ça pose des problèmes parce qu'en fonction de quelqu'un installe sur un poste, sur un autre, ou vous réinstallez dans 3 ans votre projet sur votre pipeline, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même résultat en fait. Donc vous pouvez potentiellement avoir des bugs qui apparaissent et vous ne comprenez pas parce qu'en fait vous avez fait les mêmes étapes, chacun sur vos ordi. Surtout que maintenant, on a tous des Linux, des Mac, des Windows, des versions différentes dans tous les sens. Donc on est encore moins sûr d'avoir exactement le même environnement. Donc pour faire ça, Node, npm, ils ont rajouté des fonctionnements. Est-ce qu'il y en a qui connaissent à peu près si je reste dans la suite. Comment garantir un environnement qui est reproductible d'un poste à l'autre ou dans 5 ans, 10 ans? Le lock, ouais. On va utiliser donc il y a le package log JSON plus la commande npm-ci. Je vais vous montrer tout ça, ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Alors, la problématique, ça c'est l'histoire vraie, c'est ce que moi je faisais avant. On fait npm install, j'ai mon package Y en version 1.0, 1.0.1, voilà, avec un chapeau. Quand j'installe, je suis en version 1.0.2 et la semaine d'après, je refais une install et c'est plus la même. Je suis en 1.0.5. Et 3 mois après, je réinstalle mon projet, j'ai une 1.2.1. Voilà, et c'est un peu, des fois, il se trouve que l'auteur, il n'a pas trop respecté semver et ça pète. Donc ça fait chier. Et puis, j'ai pas que ça à refaire de revenir 3 mois plus tard sur un projet pour corriger une version de librairie. Puis, il faut trouver que ça vient de ça aussi, le problème. Je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Donc, c'est pas terrible. Moi, je me suis dit, je suis trop intelligent, je dis, pourquoi les gens, ils se font chier avec des chapeaux des tildes alors que c'est des mecs qui ont écrit NPM, qui ont quand même 10 ans d'expérience plus, qui savent ce qu'ils font. C'est complètement con. Moi, je vais virer tous les symboles. Ma version, elle est figée. Je fais npm install, tout est bon. Puis là, on se dit, ça, c'est pas mal. On se dit, là, on a corrigé nos versions, on est content, mais les mecs qui ont fait ça, quand même, ils savent ce qu'ils font normalement. Donc, moi, je pensais être bon, là, et puis après, j'ai appris plus tard qu'en fait, j'étais assez con. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez que votre package Y, il a une dépendance sur un autre package, Z, qui, lui, à l'intérieur de ce package JSON, il est versionné avec un chapeau. Moi, je peux pas les retirer, ce chapeau, c'est pas ma lib. Donc, quand je vais faire
Ah oui, fausse bonne idée. J'ai mis ça. Pourquoi j'étais dans ce là? Ouais, de figer la version, parce que la 1.0.2, je la refige. Quand je fais npm install, mon package Y, il est top. Mon package Z, les versions, elles s'incrémentent. Et puis, je ne veux pas m'amuser à installer le package Z sans le chapeau ou à aller forcer le package JSON de l'autre pour virer les chapeaux. Comme je l'ai dit, il y en a 10 000, donc c'est un peu foireux. Donc là, il faut creuser un peu plus. Donc, on va regarder maintenant pourquoi il y a un package lock. À quoi il sert ce package lock? Grosso modo, je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment c'est construit à l'intérieur. En gros, le package lock, il va recréer tout l'arbre du node modules dans un énorme fichier JSON, là, qu'on a à droite, du coup, où il va redécrire toutes les dépendances qu'il a utilisées, la version qu'il a résolue, les sous-dépendances, les sous-versions qu'il a résolues, etc. Donc dedans, on va avoir à chaque fois en dur la version, qu'est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il a un requirement. Là, on voit que le package Y ici, il a une dépendance sur Z, et donc du coup, il a résolu Z avec la version. Donc tout est calculé, il a résolu les chapeaux, les tildes, etc. Et donc ça, c'est stocké à la base du projet à côté du package JSON, en fait. Là, encore une fois, je vous avais parlé de résultats non purs avec le node modules, où il y a deux choses différentes, potentiellement les packages des versions qui sont switchés. C'était celui-là. Donc quand on a le Z1 la racine, en fait, alors on va passer, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette slide, mais en fait, comme le fichier JSON, il va reproduire le même art que le node modules, en fait, c'est pareil. En fait, si on fait deux installs, les packages lock peuvent avoir des tronches différentes en fonction de votre OS, votre version d'NPM, je ne sais quoi, en fait. Et ça, potentiellement, il peut y avoir des écarts. Donc là, on voit que typiquement, il a résolu la version Z en 1 et à droite, il a résolu la version Z en 2. Donc là-dessus, il faut faire gaffe. Une fois que c'est résolu, c'est résolu. Peut-être. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je fais OK, moi je vais regarder le package log, je vais faire ça. Donc je remets mes chapeaux partout, parce qu'après tout, le package log, il sauvegarde tout. Il y a une version Y, je fais un npm install. Et là, déjà, mon package log, il est mis à jour. Donc là, je me dis, il sert à quoi ce package log? Je refais npm install, il n'a rien retenu. Il s'est mis à jour, il a résolu toutes les versions et tous mes packages, les versions, elles sont refoireuses. Donc là, je me dis qu'en fait, mon problème n'est pas du tout résolu. Je me dis, quelqu'un m'a menti. Donc je suis vénère, en fait, clairement. Et donc là, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a une autre commande, je vous ai parlé d'npm CI. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'utilisez, cette commande. En général, ou dans les pipelines dans GitLab CI ou Circle CI, Jenkins, il faut se servir de ça, en fait. Pourquoi? Parce que, donc on reprend dans tout le cas de base de tout à l'heure avec les versions Y et Z, le package log JSON qui a été généré, qui a résolu les versions. Je fais npm CI. Mes versions, elles sont toutes bonnes. Je peux faire l'install dans 10 ans, mes versions, elles sont bonnes. Le package lock, il n'a pas bougé. On est tout bon. Et donc là, je suis grave content. Parce que comme ça, je ne m'emmerde pas. Si je reviens 10 ans plus tard, tout est bon et je peux relivrer. Ouais. Je vais économiser une slide grâce à toi. Mais en effet, ça, c'est un problème qui arrive après. Là, je suis sur NPM et on a d'autres gestionnaires de packages. Il y a Yarn, il y a PNPM, il y en a d'autres parce qu'on s'amuse à réécrire la même chose. Et tout le monde n'utilise pas le package lock, ce qui est très intelligent. Mais c'est pas grave. Et il y a des manières pour corriger, comme tu as dit, et donc je vous le montrerai sur une slide juste après. Ouais, donc petit résumé pour npm CI. Ouais, pardon. Non, il va toujours résoudre la version. S'il y a un chapeau dans le package log, c'est parce que pour lui, il va identifier que le package qu'on a installé a une dépendance sur une version chapeau 1, 2, 3. Et du coup, ensuite, il va résoudre cette version quand même. Donc en fait, il n'y a jamais de chapeau dans les versions résolues. Il va toutes les résoudre. C'est ça, ouais. Je sais plus où je l'avais mis. Ouais, il y en a un là. Typiquement, c'est ici, là, il voit que le package X est en version 1, il a une dépendance sur Z en version 1, avec chapeau 1. Et du coup, en bas, il va dire, je résous Z en version 1. Et donc, c'est là les fichiers, en fait. Et il voit que pour Y aussi, il lui a résolu directement. Donc, le Y, il va aussi avoir un require sur la version chapeau 2. Mais là, il va le résoudre directement à l'intérieur. Ça reproduit vraiment la structure du node module. Ça va, ok. Vous avez d'autres questions? J'en étais où? Tac, tac, tac. Le résumé, ouais, donc dès qu'on fait npm install, en fait, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va résoudre toutes les versions à chaque fois. Donc c'est pratique quand vous allez augmenter pour tout ce qui est patch ou version mineure. Ça peut poser des problèmes parfois, mais en général, quand on est en itération de développement, autant faire du npm install pour être à jour et avoir les derniers correctifs. On commit le package lock. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi je vois ça, j'y touche pas. Il faut le committer, se le partager, parce que comme ça, on sait que tous les autres développeurs vont résoudre les mêmes dépendances. On va tous avoir le même arbre.
Quand il y a besoin, quand on veut tester la branche d'un collègue, on récupère npm-ci et on teste, on a le même environnement, la même config que l'autre personne. On peut aussi refaire du npm install en local, c'est pas bien grave. Continue, parce que votre pipeline qui va tourner toute seule, il ne faut pas qu'elle s'amuse à résoudre, parce que si elle relance, si vous la relancez dans 5 mois, dans 10 mois, ça va merder, potentiellement. En local, pour vérifier la version des collègues, et pas modifier la version résolue. Typiquement, si un client veut voir qu'il y a un gros bug sur votre appli en prod, et que vous corrigez le bug, vous faites npm install et que vous en emmenez à une autre dépendance qui se met à jour et qui fait un bug en cascade, vous êtes emmerdé. Donc concrètement, quand vous faites ça et que le projet, ça fait un petit moment qu'il tourne, vous faites un npm-ci, vous corrigez le bug et vous repouchez, comme ça vous n'avez pas touché aux versions de vos projets, de vos dépendances. Et vous prenez moins de risques aussi pour relivrer derrière, vous êtes plus serein, quoi. Et ouais, petit piège aussi, quand vous faites un npm-ci, le node module, s'il est supprimé. Parce que du coup, vu qu'il va résoudre que les versions qui sont dans le package lock, il s'en fout de ce qui est dans node modules. Donc potentiellement en local, ça prend un peu plus de temps parce qu'il va déjà tracher les 300 MB de librairie pour ensuite les retélécharger et les remettre. Est-ce que ça va là-dessus? Est-ce que vous utilisez déjà tous un peu le package lock ou c'était là, quoi, et puis voilà, vite fait. Vous utiliserez npm-ci peut-être maintenant dans la CI? On est combien? Il me reste 13. On en a la moitié. Ça va. Fonctionnalité de npm méconnue. Qui utilise npx dans la salle? Ah, ouais, merde. Node package execute. La légende ne dit pas si c'est une rétroacronymie aussi. Qu'est-ce que ça fait npx? Ça sert à exécuter les packages. Donc on avait vu, quand vous avez votre package lock avec vos scripts, vous pouvez faire npm run le nom du script, ici. Donc comme ça exécute vos scripts, vous êtes content. Si c'est un exécutable dans le dossier .bin, vous pouvez faire npm ou npm même package, ça existe aussi parfois pour l'install, les builds, les tests, certains scripts qui sont intégrés dans npm. Et vous pouvez aussi faire npx my package. La différence d'npx, c'est que potentiellement, si votre package il est installé en local, il va aller le chercher en local, c'est le vôtre, il est content dans votre projet. S'il est installé en global sur votre poste, il va le chercher en global. Et s'il n'existe pas du tout, il va faire juste un téléchargement temporaire et le retracher. Donc ça, c'est très pratique quand vous voulez lancer des outils un peu d'analyse de votre code, un petit clean-up ou une petite librairie testée pour faire une petite magouille sur votre code, mais sans polluer votre projet avec. Je vous montrerai des exemples après. Vous faites juste un npx et le nom du package. C'est lancé à la volée, c'est assez pratique. Qui connaît npm audit aussi dans la salle? Ah, c'est bien, c'est mieux. npm audit, qu'est-ce qu'il fait? Il va checker un peu les failles de sécurité. Il y a eu beaucoup de critiques à un moment sur npm qu'on pouvait télécharger plein de packages dans tous les sens, qu'il n'y avait pas de contrôle de sécurité, de qualité, de ce qui était embarqué. Donc npm audit, ça vous reconnaissez peut-être le petit résumé à la fin, c'est fait à la fin de chaque npm install. Pour ça, vous avez le listing un peu des vulnérabilités, des dépendances, si c'est important ou pas. Ce qu'il va faire npm audit, c'est qu'il va regarder tout votre arbre de dépendance, toutes les versions et checker sur sa base de données s'il y a des failles de sécurité. Donc typiquement, là, on voit, il y en avait un, il nous dit sur un package où on a peut-être un souci de regex où on peut exploiter et faire je ne sais quoi. C'est une moderate, donc ça devrait aller. Mais vous voyez qu'en fait, potentiellement, le pass, c'est compliqué. C'est que moi, j'ai installé ESLint. Et dans ESLint, il a une dépendance sur Inquire, qui a une dépendance sur Strip, qui a une dépendance sur ANSI regex. Et le problème, il est dans ANSI regex. Donc pour aller le corriger, vous n'êtes pas du tout mal barré. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est l'NPM audit, en fait, il va faire toutes les dépendances. Donc moi, je fais un NPM audit -production. Parce que concrètement, quand je package ma librairie, que je la mets en ligne, je n'utilise pas les dépendances de dev. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout de corriger les dépendances qui vont être utilisées au runtime de mon appli. Et puis le client, quand on lui dit on a 200 failles de sécurité, qu'on fait de production, il n'y en a que 27, on dit bah il y en a 27, j'en ai corrigé. Il est content. Voilà. Alors là-dessus, moi je fais ça, perso, j'ai pas encore vu trop la pertinence d'inclure les dev dependencies pour ça. Ça peut être utilisé quand vous faites dans la pipeline d'intégration continue qui arrive à détourner, puis ça commence à être un peu très haut niveau, à voir si c'est hyper pertinent ou pas. Correction, il est capable de corriger aussi les failles de sécurité. Typiquement, il peut vous dire si on démontait de version, si vous dit qu'on a un problème dans Axio, c'est que pour corriger, il suffit de passer la version, là c'était quoi, 0.21.3, on était en 0.21.3, il faut passer en 0.21.4. Il est capable de monter tout de suite de version. Et ça, c'est grâce au semver qu'on a vu tout à l'heure,
tout ce qui est mineur et patch, en fait, donc c'est pour ça que je mets semver compatible. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de problème et il peut directement le corriger. Et on peut aussi le forcer pour qu'il mette à jour tout le monde, mais là, s'il se met à monter 2 versions majeures votre librairie pour corriger le bug, vous pouvez être sûr que votre appli, elle démarre plus, de toute façon. Ou là, vous avez vraiment de la chance. Donc ça, à regarder de temps en temps, ça peut être pratique en fin de sprint ou de faire une petite passe technique pour nettoyer tout ça. Souvent, c'est juste monter une version, ça coûte pas grand-chose. Alors, dernière note GIP. Qui sait ce que c'est notre GIP Notre GIP, comme tu veux. Ouais, alors moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des NPM install qui sont partis en... Enfin, j'ai eu des échecs en cascade alors que ça marchait chez mes collègues, mais pas sur le mien, et je comprenais pas pourquoi. Là, on voit des trucs qui partent dans tous les sens avec du Gmake, GCC, je vois Python. Une fois, on m'a dit qu'il fallait que j'installe Python pour pouvoir lancer mon projet Node. J'ai pas trop compris. Je me suis dit, c'est quoi cette librairie de merde? Je me suis dit. Ce que j'ai dit, pourquoi? Ouais. En gros, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, pour Node, on peut écrire des modules dans d'autres langages. On peut les écrire en C, on peut les écrire en Python. Je suis sûr qu'ils ont dû s'amuser à les faire en Go ou en Rust maintenant, pour ceux qui aiment ça. Et donc Node, il propose un module pour les compiler nativement et les rendre disponibles dans l'installation et dans votre projet. Souvent, les librairies qui font ça, en fait, là, j'ai mis l'exemple de Node.sass. Ils vont pré-builder pour vos OS en fait toutes les librairies et vous les proposer. Donc là, il y a la liste complète avec l'ensemble des. Si on est sur du Mac, du Linux, du Windows, la version 13, 14, Ubuntu 22 ou je sais pas quoi. Si vous avez un processeur 64 ou pas, donc c'est le bazar. Donc ils vont en pré-builder plein et en fait, si votre config elle correspond pas à une version pré-buildée, c'est là qu'il va se mettre à essayer de la builder sur votre poste. Donc c'est pour ça que ça peut partir. Ça peut faire peur, moins à la première install. Après, normalement, il le garde en cache, je crois. Mais voilà. Donc plutôt d'acheter un ordi standard au marché que tout le monde a, vous installez Python et vous laissez bosser. Ça va passer. Vous l'avez déjà vu ça ou pas dans la salle? Ou il n'y a que moi qui me suis. Voilà, ça c'est le Node.sass. Maintenant ça s'appelle SAS et c'est le bazar pour changer, mais voilà. Donc ça n'existe plus. Voilà, ouais. Ou de projet. Peut-être j'en suis où? Combien de temps là? 7 minutes, ok. Tout à l'heure on a parlé de Yarn et d'autres packages. Alors, il existe d'autres versions, d'autres packages pour gérer. Il y a Yarn qui a été fait par Facebook, je crois, qui a fait beaucoup de bruit quand il est arrivé en V1 parce qu'il était ultra rapide, tellement mieux qu'NPM. Et ils ont fait une V2 qui a encore tout changé. Allô. Il y a PNPM aussi qui est sorti, qui est pareil, qui est genre 2 fois plus vite que Yarn. Donc, on imagine par rapport à NPM ce que ça donne. Il est super rapide, il fait tous les monorepos, il est trop fort. Grosso merdo, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je vous ai fait un petit tableau comparatif. Ce qui est super, c'est que chacun a son propre lock. Donc pour bosser en équipe, c'est génial. Il faut absolument qu'on ait tous le même, sinon c'est la merde. À peu près le même commande pour installer. On peut tous utiliser le log file. Sur les performances, NPM depuis la V6, c'est beaucoup plus rapide. Donc entre NPM et Yarn, il n'y a plus trop de différence, en tout cas de perf. PNPM est toujours ultra rapide par rapport aux autres. Je ne sais plus si j'en parle après. Bref, donc un peu toutes les commandes, ce qui se passe. Yarn, PNPM ont leurs améliorations par rapport aux autres, mais je ne vais pas forcément le couvrir là-dedans. Ça, je vais le passer parce que c'est pas très grave. Voilà. Aussi, ce que je peux dire rapidement, pourquoi Yarn et PNPM sont plus rapides, c'est parce que NPM, il va installer, télécharger toutes vos librairies dans le node modules et toutes les mettre. Ce que Yarn et PNPM font, c'est qu'ils ont un dossier de cache à la racine de votre dossier utilisateur. Et du coup, ils vont mettre toutes les librairies dedans. Et dans votre node modules, ils vont juste faire un symlink. Enfin, ils vont juste faire un lien sur ce dossier. Ce qui fait que plus vous faites de projets sur votre poste, plus potentiellement les librairies elles sont déjà installées. Donc, à l'install, en fait, il dit bah, je l'ai déjà, je mets un lien. Et donc, ça va super vite. Première fois, c'est pareil. Ouais, le temps de créer le cache, c'est toujours long. Ça va être autant que NPM, en fait. Et une fois que le cache est fait, ça va super vite. Et puis, il y a d'autres cas où c'est ça, ouais, les doppelganger, où quand vous avez des conflits de version en double, il va recréer des arbres en double dans tous les sens avec NPM. C'est un peu chiant. Avec Yarn et PNPM, vu que c'est du symlink, les liens, c'est beaucoup plus rapide et ça prend beaucoup moins de place, en fait. Mais bon, ça, c'est pour économiser votre poste. Ouais, alors les packages, les outils cool que moi j'utilise pour booster un peu NPM et qui fait mon projet.
Premier truc, c'est NVM. Est-ce que je ne sais pas si vous avez, si vous utilisez NVM dans la salle ou pas. Ou alors j'ai un autre package après pour les autres. Node Version Manager, l'idée c'est de quoi? C'est de pouvoir gérer différentes versions de Node par projet. Quand vous avez un projet qui est un peu vieux, il est en Node 12, vous faites le nouveau, il est en 18. Ben, si vous démarrez le projet en version 18 avec votre Node 12 sur votre machine, vous risquez d'avoir des problèmes. Pareil si vous faites l'inverse. Donc ça, ce que ça fait, grosso merdo, c'est que ça permet d'installer plusieurs versions de Node sur votre poste. Et en fonction du projet où vous êtes, vous pouvez spécifier avec le fichier nvmrc la version que vous voulez à l'intérieur. Et du coup, si vous le configurez bien avec votre bash, automatiquement, même IntelliJ ou VS Code, je pense qu'il gère nativement. Dès que vous ouvrez votre projet, il détecte le fichier et il vous charge la bonne version. Et quand vous faites notre version, vous avez directement la bonne. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça vous permet d'uniformiser aussi pour les équipes entre vous. De vous dire, bah, sur ce projet, on veut bosser en version 14. Je ne sais quoi là. J'ai mis quoi 10, 20. Ah ouais, c'est le projet, soit il va y avoir une erreur parce qu'il n'a pas la bonne version. Donc il suffit de l'installer, de s'en servir et comme ça, tout le monde sera uniforme. Sûr NPMRC NPMRC, ouais, ça c'est autre chose. Ça va permettre d'indiquer au projet, je ne sais plus si j'en parle après, ça permet d'indiquer au projet quelle version de Node on veut utiliser, et aussi quelle version d'NPM on veut utiliser. Mais en soi, derrière, si on te dit ce projet utilise NPM, pardon, ce projet utilise Node version 16, il faut quand même que tu l'installes sur ton poste. Et en fait, si tu as Node 14, ça va planter, donc il faut que tu désinstalles Node 14, que tu installes Node 16, comme ça tu bosses. Et si la semaine d'après ou le lendemain, tu dois rebosser sur l'autre projet où il y a marqué qu'il veut Node 14, tu dois désinstaller Node 16, réinstaller Node 14 et te mettre sur ton projet. Donc ça, c'est une sécurité, mais qui va être de pair avec ça. Hein. Mais ça, du coup, ça te permet de switcher automatiquement en fait, dans l'un à l'autre et tu ne poses même plus de questions. Donc ça marche sur Mac, Windows, Linux. Pour Windows, je crois que c'est NVM for Windows. C'est une autre ligne, mais c'est exactement la même interface, tout est pareil, donc ça marche très bien. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la gestion de version, parce qu'on a le problème dans d'autres langages, moi j'utilise une lib qui s'appelle ASDF, et ça gère les versions de Node, Java, Python, Go, Rust, enfin un peu de tout. Et donc je suis passé à plus global, c'est plus pratique plutôt que d'avoir 12 logiciels pour chaque langage en fait. Mais du coup ça marche pas pour Windows. Donc, désolé pour les Windows. Forcer une version de Node, voilà, ça rejoint tous les deux vos questions, vos remarques. On peut faire pour forcer version de Node soit le make dans le package JSON avec les engines. Donc on dit on veut Node, pareil, on est encore sur le semver sur la notation, supérieur à 14-17. On peut dire qu'on veut yarn supérieur ou égal, etc. On peut ajouter un engine égale strict dans un fichier npmrc, c'est ça que tu disais. Je crois qu'avec yarn, il n'en tenait pas trop compte. Il s'en foutait un peu. Et normalement, si on s'amuse à dire qu'on veut, par exemple, là l'exemple c'est pour dire npm please use yarn. Si on fait npm install, en fait, avec le engine strict, il va dire moi je connais pas cette version, donc ça merde. Et c'était un petit hack pour afficher du coup le message pour dire s'il vous plaît, utilisez yarn au lieu d'utiliser npm. Donc ça peut être pratique pour forcer une version de Node et aussi les versions de. Enfin, utiliser aussi lequel gestionnaire de package vous voulez utiliser. Moi, ce que j'utilise en général. Pardon, il n'y a pas de question, pardon. Pour forcer un gestionnaire de package, j'utilise un script qui s'appelle préinstall. Donc ça, c'est un truc Node qui permet d'exécuter des scripts avant l'install. En fait, tous vos scripts, quand vous avez préinstall, post-install, donc les petits préfixes pré et post, ça permet de s'exécuter dans un cycle de vie, avant ou après votre job. Donc là, typiquement, sur ce projet, dès que vous faites là j'ai essayé de faire un yarn install. J'ai le préinstall qui s'est exécuté. J'ai NPX qui a exécuté mon plugin Only Hello. Donc NPX, on s'est rappelé tout à l'heure, ça exécute le package, pas besoin de l'installer. Hop. Et du coup, ce que ça m'a fait, c'est que la librairie s'est exécutée. Elle a vu que j'utilise yarn pour démarrer, alors que moi, j'ai autorisé que NPM. Là, je l'ai mis à la fin du préinstall dans les commandes. Et donc, ça me pète une erreur et ça bloque la commande directement. Donc ça va être pratique sur vos projets, surtout si vous êtes habitué à avoir à switcher, que vous avez des gestionnaires différents. Comme ça, vous ne vous trompez pas en fait en faisant ça. Ça sécurise. Ça répond, tous les deux, c'était ça. Top. Allez, on va accélérer. Dépendance inutilisée, moi j'utilise un package qui s'appelle DevCheck. Ça permet d'analyser un peu le package JSON et de voir s'il y a des librairies qui ne sont pas utilisées. Donc là, je l'ai fait, il me dit, sur ton projet, j'utilise sinon SQLite 3 et en fait, je ne m'en sers pas. Donc autant nettoyer un peu le package JSON pour éviter d'installer trop de choses et aussi de perdre les équipes sur trop de librairies dans tous les sens. D'expérience, il fait
pas mal de faux positifs, au fait, donc il faut quand même faire gaffe aussi, de se dire est-ce qu'on supprime vraiment le paquet. Bon, en général, si on le supprime, qu'on installe et que ça marche plus, c'est qu'il y en avait besoin, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Version des packages. Un autre plugin qui s'appelle npm check. Il va pareil analyser tout votre package JSON, checker les versions et vous dire bah tiens, tu as ta librairie, elle n'est pas à jour, tu peux monter d'une on peut monter d'une version, c'est une version mineure, là on peut faire une update, là c'est une version majeure. Vous voyez qu'il embarque DevCheck en plus pour voir un peu ce qui est pas à jour ou ce qui peut être utilisé. Le seul problème, c'est que le SEMVer, il en a rien à foutre, il vous met direct la latest. Donc faut faire un peu gaffe avec ça. Larissa, elle galère à se connecter. Il y a le mode interactif pour corriger, donc comme ça vous pouvez cocher les versions que vous voulez mettre à jour. Donc ça c'est pratique. Un petit coup de barre espace pour cocher dans tous les sens, on fait OK et il va faire npm install. Et donc parce que derrière c'est ça, en coulisses, il fait npm install, ça met à jour le package lock. Comme ça vos collègues profitent des nouvelles versions résolues. Ils refont npm CI derrière et tout le monde est content. C'est bon. Conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Je vous ai remontré SEMVer, comment ça marchait, les structures du package JSON, le package lock, les commandes pour faire plaisir ou pour mieux gérer avec npm CI, audit, npx. J'espère vous avoir un peu plus démystifié l'histoire des nodes GIP, les configs, only hello, nvm. Tout ça, c'est un peu les petits plus pour vous sur vos projets si vous voulez mettre en place. Mais déjà, si la première colonne, vous avez tout retenu, tout compris et que vous allez vous en servir, c'est top. Les slides, je pense qu'elles seront partagées. Il y a plein de liens sur la config, sur npm, sur les librairies que je vous ai partagées. Je vous ai mis le lien d'NVM en bas. Et je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, merci à vous. On est bon.